Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Fréquence Hémato, un nouveau média qui a pour ambition d'informer et de former sur les cancers hématologiques les médecins, les patients et leur entourage. Avec le soutien de notre site grand public Pourquoi Docteur et de notre émission phare Les Jeudis de la Formation qui depuis plus de 4 ans réunissent chaque semaine des milliers de médecins. Notre invité est aussi le rédacteur en chef de ce média, le professeur Mohamed Mohty, qui est chef du service d'oncohématologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Notre sujet aujourd'hui, le myélome, la maladie du plasmocyte, une maladie dont le pronostic a été bouleversé ces 10 ou 20 dernières années grâce aux nouveaux traitements, certains très récents, et leurs associations. Hormis certaines formes qui peuvent avoir une évolution redoutable, les nouvelles stratégies de traitement essaient de faire du myélome en fait plus une maladie chronique que le cancer redoutable que l'on a pu connaître, il y a encore peu. Et pour lequel on fait entrer dans la stratégie ce qui est nouveau dans cette pathologie, la qualité de vie. Il n'y a pas des myélomes, mais des protocoles différents en fonction de l'âge, de l'état général du patient, de l'expression du cancer qui peut être indolent, agressif ou non, et ce qui n'est pas si fréquent que cela en cancérologie, des souhaits du malade et de ses conditions de vie, en particulier de son éloignement du centre de référence. C'est donc l'itinéraire d'un myélome que l'on va commenter aujourd'hui. Bonjour professeur Mohty. Bonjour. Vous partagez l'optimisme de mon introduction ? Ah, absolument. Alors, la première distinction entre les myélomes se fait sur les critères que j'ai énoncés, l'âge ? Oui, c'est vrai, il est habituel de distinguer le myélome du sujet âgé versus sujet jeune, même s'il faut reconnaître que la frontière, elle est très très difficile à définir des fois. Vous me la donnerez quand même, c'est important. L'état général du patient aussi ? Ça, c'est un paramètre important, l'état général, les comorbidités, les antécédents, les maladies préexistantes, bien sûr, tout ça va impacter. Vous avez d'ailleurs une expression, on peut dire un patient fit. Fit, ça veut dire... c'est vrai que c'est à la mode d'utiliser, de faire de l'anglais. Hein. Ouais. Donc fit, c'est en forme. D'accord. Voilà. L'expression du cancer qui peut être indolent, agressif ou non, vous avez des techniques aujourd'hui pour vérifier tout ça ? Il y a bien sûr des techniques, mais il y a aussi la clinique de base. Dans le myélome, il faut reconnaître, comme vous l'avez bien souligné dans votre introduction, c'est pas une seule maladie homogène. C'est très hétérogène comme présentation. Et quand on se fie à la présentation clinique de base, on peut déjà distinguer, entre guillemets, ce que vous appelez les formes agressives versus les formes moins agressives. Par exemple, vous prenez un malade qui a une hypercalcémie, qui a une insuffisance rénale aiguë, qui a une compression médulaire, ça ne peut être que agressif. À l'inverse, une présentation sous forme d'une anémie progressive, sous forme de douleur exclusivement, vraisemblablement, on est dans une forme moins agressive, dite indolente. Donc rien qu'un bon examen clinique, un bon interrogatoire vous permet déjà de faire un distinguo. J'ai oublié dans ma présentation, j'aurais peut-être dû de dire possibilité ou pas de faire une greffe. Ça va avec la notion de l'âge, oui. La notion du fit et du unfit que vous suggérez. Donc mon plan, j'avais prévu, mais pas si mauvais. On va commencer par le sujet jeune. Alors, le diagnostic posé, on va commencer par faire diminuer la charge tumorale. C'est ce qu'on pourrait appeler une chimiothérapie adjuvante avant de proposer la greffe ? Alors, on appelle ça la chimiothérapie d'induction. D'induction. Pour préparer la greffe. En gros, il va falloir faire 3 ou 4 cycles d'une combinaison de traitements efficaces. Aujourd'hui, la combinaison de référence, ce qu'on appelle le VRD, bortezomib, lénalidomide et dexaméthasone. Vous faites 4 cycles. L'idée, c'est un peu de débroussailler. Imaginez votre jardin, mauvaise herbe, dans un état catastrophique. Vous débroussaillez d'abord. Ne me parlez pas de Roundup, hein. Non, je ne me permettrai pas. Néanmoins, ces médicaments sont quand même efficaces pour débroussailler. Et on a tendance aujourd'hui à faire plus de cycles. On est en train de passer de 4 à 6 cycles. Ça dure combien de temps un cycle ? C'est des cycles de 3 semaines, 3 à 4 semaines. Donc on n'envisage pas la greffe avant si vous faites 12, 15, 16 semaines. Ouais. Absolument. Ouais.
On peut peut-être dire un mot, parce que ça avait beaucoup surpris les médecins au début, parce que ce qui a changé le profil de ce débroussaillage, si j'ose dire, c'est le thalidomide. Alors, le thalidomide avait une réputation effroyable chez les médecins, bien évidemment, et c'est le même médicament qu'on appelait d'ailleurs la thalidomide autrefois, qui a été utilisé pour bouleverser cet aspect. Oui, c'est exact. Alors je vous avoue, je n'arrive pas à savoir si thalidomide est féminin ou masculin, donc j'entends toutes les versions. La version moderne, le masculinisme. Bon. Très bien. Donc c'est vrai qu'il s'agit du même thalidomide, du fameux scandale triste des années 60, qui a été en réalité par hasard, à la fin des années 90, il a été montré qu'en fait le thalidomide est un médicament efficace contre le myélome. Et en réalité, on a 20 ans d'expérience, de recul et de recherche clinique avec thalidomide. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai cité que le schéma de référence du sujet jeune, CVRD, bortezomib, lénalidomide, dexaméthasone, mais en réalité, lénalidomide, ce n'est qu'un descendant du thalidomide. Ouais. En réalité, thalidomide, ce serait le grand-père, lénalidomide, c'est le père, et on a maintenant même le pomalidomide qui est le fils. Le fils. Ça peut échouer, ce traitement ? Malheureusement, on est face à des cancers assez redoutables. Il ne faut pas non plus, malgré notre optimisme, il ne faut pas minimiser la sévérité de ces cancers. Oui, on a des malades, malheureusement. Et là, on ne passe pas au stade de la greffe. Alors, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que, bon, les taux d'efficacité aujourd'hui des traitements d'induction qu'on utilise sont supérieurs à 80%. C'est vrai qu'il y a une petite minorité de malades qui ne répond pas de manière optimale, et à ce moment-là, on a aujourd'hui un arsenal thérapeutique quand même plus élaboré, et alors que dans le passé, on allait à la greffe, quel que soit le résultat, aujourd'hui, on peut switcher vers une autre combinaison de traitements pour essayer de bien juguler la maladie, mon débroussaillage, et puis on va à la greffe. Et on va quand même après la greffe. Absolument. De toute façon, la greffe n'est pas systématique. C'est quoi le pourcentage de greffés par rapport aux non-greffés ? Le myélome, il faut reconnaître, c'est une maladie du sujet âgé. La médiane d'âge est de 70 ans, donc la moitié de vos malades ont plus de 70 ans. La notion de jeunesse, elle est entre 65 et 70. Merci. Donc vous avez en gros... en tout cas, dans la pratique médicale, ne m'interprétez pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Jean-François. En gros, on a 40% éligibles à la greffe et 60% non greffés. Non greffés. Ceux-là vont directement au protocole dont vous venez de parler, qu'on va détailler un peu plus tard. Alors, greffe, autogreffe ? Oui, c'est de l'autogreffe. On parle bien évidemment... Parce que l'allogreffe est trop toxique avec les traitements qu'on met... Aujourd'hui, en dehors des protocoles de recherche clinique et des investigations particulières, je pense qu'il n'y a quasiment plus de place en routine à faire l'allogreffe. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que dans des cas particuliers, il n'y a pas une bonne indication, mais c'est au cas par cas. Bon, cette greffe elle est devenue moins traumatisante que l'image d'Épinal que l'on pouvait s'en faire. Ça s'est un peu banalisé. Oui, c'est vrai que c'est un traitement de routine. Ça s'est banalisé dans le sens où, en termes de toxicité mortelle, on est inférieur à 1%. Oui. Donc, mais ce qu'il ne faut pas banaliser, à mon sens, c'est qu'on est en train quand même d'administrer une chimiothérapie à forte dose. Donc, c'est du melphalan, en général 200 mg par mètre carré. C'est quand même, en termes d'effets secondaires pour le malade, redoutable. À la fois la mucite, la douleur de la bouche, qui peut amener jusqu'à utiliser des morphiniques pour calmer cette douleur, la diarrhée, l'inconfort intestinal, l'aplasie profonde, c'est pour ça que les malades sont hospitalisés dans des secteurs dits protégés. Donc, certes, on maîtrise... C'est routine, mais pas banalise. Exactement. C'est de la routine, mais il ne faut pas banaliser parce que le vécu du malade est extrêmement difficile. Résultat, en règle générale, de cette greffe ? Les résultats de cette greffe sont quand même assez remarquables, puisque, je vous rappelle, en dehors de tous les nouveaux médicaments, c'est quand même la greffe qui a permis les plus grandes avancées à l'origine, dans les années 90, de la survie des myélomes. Ensuite, on fait un traitement d'entretien ?
Voilà. Historiquement, dans les années 90-2000, on faisait la greffe et puis on observe. Aujourd'hui, ce concept a été totalement modifié puisqu'on fait des traitements post-greffe qui se déclinent sous deux angles. Un, ce qu'on appelle le traitement de consolidation, c'est-à-dire en gros, vous consolidez les acquis 2-3 mois après la greffe, vous administrez 2-3 cycles d'un traitement très efficace. Souvent, on utilise les mêmes combinaisons qu'à l'induction, donc ce qu'on appelle la consolidation. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'approfondir le niveau de réponse. Et puis après la consolidation, ce qu'on appelle le traitement d'entretien. C'est-à-dire, en fait, vous maintenez l'acquis. Et là, c'est un traitement à durée, je dirais, indéterminée. Et là, vous utilisez les nouvelles molécules, vous continuez avec le traitement d'induction? Alors, pour l'entretien, l'idée, c'est d'utiliser, une molécule facile d'usage, donc orale, difficile quand même de faire venir tous les jours ou toutes les semaines les malades à l'hôpital quand même. À un moment, il va falloir que le malade puisse sentir qu'il est un peu débarrassé de cette maladie, qu'il puisse retrouver sa vie normale. Donc, il faut que ça soit par voie orale, souvent, mais il ne faut pas que ça soit toxique. On ne peut pas se permettre de donner un médicament pendant des années alors qu'il génère beaucoup d'effets secondaires. Ça, c'est un traitement qu'on n'arrête pas. La théorie aujourd'hui, les données dont on dispose, c'est un traitement continu. Alors, il y a beaucoup de débats. Oui, on verra. 2 ans, c'est un minimum. Oui, on verra après que vous avez des techniques peut-être pour voir comment évolue la maladie. C'est un sujet qui m'intéresse. En conclusion, sur cette première partie du malade jeune, médiane de survie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer? Aujourd'hui, en survie globale, on a un grand nombre de malades qui dépassent les 10 ans. Oui, ce qui est quand même énorme. Ce qui est quand même énorme parce que, souvenez-vous, il y a quelques années, on parlait de 2-3 ans. Il y a combien de temps qu'on parlait de 2-3 ans, en fait? Parce qu'on dit toujours il y a 20 ans, non, il y a beaucoup moins de temps, beaucoup moins longtemps que ça. Il y a 20 ans, clairement, on parlait de 2-3 ans. Alors maintenant, on va passer chez le patient âgé. On a vu que le vieux, pour le professeur Motti, était au-dessus de 70 ans. C'est un principe... par exemple, plus de 70 ans, pas de greffe. Non. Je crois que ce n'est pas noir-blanc. Ce n'est pas noir-blanc. Ce qui prime d'abord, et c'est un message important, c'est l'âge physiologique des malades. C'est la notion de comorbidité, d'antécédents. On peut avoir des patients qui sont dits jeunes, qui ont 50 ans, mais qui sont en mauvaise santé. Voilà, ils ont des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques. Il faut s'adapter, il faut aménager le traitement. Et puis on peut avoir des gens de 75 ans qui peuvent tolérer parfaitement une greffe. Mais si vous faites une moyenne, parce que il va falloir faire des statistiques. C'est vrai que 70 ans, c'est un seuil où souvent quand même on accumule d'autres maladies. Je veux dire, il faut être réaliste. Alors, si je comprends bien, quand vous décidez de ne pas faire de greffe, vous allez tout de suite au traitement, sans doute immédiat. Il n'y a pas de phase d'induction. Vous allez directement sur un traitement. En regardant un peu, en préparant cette émission, j'ai vu que vous faites une différence entre les bithérapies et les trithérapies. D'ailleurs, que vous appelez doublette ou triplette, les patients commencent à en parler. J'étais sur les forums et les patients parlent de doublette et de triplette, ce qu'il fallait quand même que je m'intéresse au sujet. Pourquoi vous n'allez pas directement, apparemment la doublette marche moins bien que la triplette, pourquoi vous ne faites pas directement une triplette pour tous vos patients? C'est très pertinent ce que vous dites. Le développement des combinaisons et l'autorisation des médicaments, c'est une opération, je dirais... C'est uniquement pour des questions d'autorisation, en fait. Non, pas tout à fait. Mais le développement des protocoles efficaces est quelque chose qui se fait étape par étape. Vous avez développé une doublette, une combinaison de 2 médicaments. On va prendre par exemple, historiquement c'était quoi? C'était MP, melphalan-prednisone. Je crois que la majorité des collègues, je dirais... commence par ça? Connaissent. Aujourd'hui, on ne commence plus par ça. Ça va faire 15 ans où on sait que c'est une triplette. MPT ou VMP. Mais il y a 5 ans, on sait que la doublette RD, lénalidomide dexaméthasone, fait mieux que melphalan-prednisone thalidomide. Et puis, comment peut-on construire mieux que RD, lénalidomide dexaméthasone?
Là, c'est la fameuse étude Maya du professeur Facon qui montre que vous rajoutez un anticorps monoclonal, le daratumumab, au lénalidomide dexaméthasone. Souvenez-vous, lénalidomide, c'est le fils du thalidomide. Le fils, oui, parce que j'ai dit que thalidomide, c'est le grand-père. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Et oui. Peut-être je me perdais dans la famille. Vous voulez dire le petit frère? Oui. Ouais, bon, ok. Bon, on discutera de la famille après. Et donc, la triplette, c'est que vous rajoutez un agent et il s'avère que cette combinaison A3, daratumumab, lénalidomide, dexaméthasone, elle est meilleure que la doublette. Mais demain, on pourrait montrer qu'une quadruplette, vous rajoutez un 4e médicament qui peut être meilleur que la triplette. Alors, vous faites quoi en pratique? Parce que là, il y a beaucoup de théories, mais si le patient est fragile, vous allez tout de suite sur la triplette, voire la quadruplette. Ou vous faites quoi, Saint-Antoine? Alors, la prise en charge d'un myélome du sujet âgé doit aussi tenir compte, outre l'efficacité, de l'état général du patient et de la tolérance. Puisque dans votre question, vous me dites le malade fragile. Justement, l'idée, ce n'est pas non plus de chercher à être efficace à tout prix et générer des effets secondaires chez le malade. Donc, il y a des situations aujourd'hui, même si on sait que la triplette daratumumab, lénalidomide, dexaméthasone est véritablement le gold standard, comme on dit, mais il y a des malades peut-être fragiles chez qui on va faire qu'une doublette lénalidomide dexaméthasone, qui est d'ailleurs approuvée, utilisée largement. Vous avez des protocoles très établis. Est-ce qu'il y a beaucoup de rechutes? Beaucoup, je ne sais pas quelle est la définition du beaucoup, mais malheureusement, il y a des rechutes. Ouais. On n'a pas une idée du pourcentage de rechutes sur... Alors, aujourd'hui, avec une triplette de type daratumumab, lénalidomide, dexaméthasone, votre survie sans progression, donc la fameuse PFS, elle est de 45 mois. Vous avez deviné, ça veut dire que la moitié des malades ne rechutent pas après 45 mois et l'autre moitié rechute avant. On va passer maintenant à des questions un peu plus d'ordre général. Alors expliquez-nous ce concept de MRD, la maladie résiduelle. J'avoue que dans plein de disciplines, on l'utilise depuis longtemps, et vous dites que c'est l'actualité du myélome. Vous venez de découvrir cette maladie résiduelle? Non, vous avez raison. La maladie résiduelle dans la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est bien installé. Dans la prise en charge des lymphomes, faire un TEP scan pour évaluer l'efficacité de votre traitement, c'est de la routine. C'est routine, oui. Alors, le myélome ne découvre pas, mais simplement on essaye de s'adapter au contexte. Aujourd'hui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de thérapeutique dans le myélome tellement efficace qui permettait d'éradiquer et d'arriver à ce niveau dit de maladie résiduelle. Donc le développement de maladies résiduelles va de pair, c'est fait en parallèle avec l'amélioration des traitements et leur efficacité. Donc maintenant qu'on a des combinaisons, on a des traitements capables d'aller vers des réponses très très profondes, le besoin est créé. Et l'évaluation de la maladie résiduelle entre en jeu. Ça se passe comment? Parce que certains médecins peut-être découvrent le terme de maladie résiduelle. Alors, en gros, la maladie résiduelle, si je reviens sur mon image du débroussaillage, une fois que j'ai débroussaillé, que le jardin est tout beau, tout propre, mais vous le savez, il y a des racines de mauvaises herbes. La maladie résiduelle, c'est quoi? C'est aller regarder en profondeur ces racines, si elles sont là, parce qu'on sait que ce sont ces racines profondes de mauvaises herbes qui vont repousser, ils vont donner la rechute. Et c'est pour ça que la maladie. La maladie résiduelle, c'est un chiffre de pourcentage, enfin un 10 puissance moins, je ne sais plus combien. Quand on dit par exemple une sensibilité de 10-6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous regardez 1 million de cellules, vous êtes capable de détecter une mauvaise cellule. Si vous faites 10-5, pareil, vous regardez 100 000 cellules, vous détectez une. Et là, dans le myélome, c'est ce que vous faites? Dans le myélome, aujourd'hui, idéalement, on aspire à pouvoir regarder quelque chose de l'ordre de 10-6, parce qu'on sait qu'un malade qui atteint ce niveau de réponse profonde de l'ordre de 10-6 est un malade qui va aller bien et qui va vivre longtemps. Alors, il y a une autre technique qui est dans les autres cancers
fonctionne, qui s'appelle le séquençage. Vous le faites dans le myélome? Alors là, vous faites allusion en fait aux deux techniques avec lesquelles je n'ai pas mentionné en analyse de la maladie résiduelle. Il y a la cytométrie en flux, grâce à des combinaisons d'anticorps, mais aussi il y a la deuxième technique qui est le séquençage. Ces deux techniques sont faisables et vont en parallèle. En pratique, vous le faites systématiquement ou ça reste très expérimental? Alors, il y a eu la partie expérimentale, mais aujourd'hui, c'est en train d'entrer dans les mœurs. On va terminer sur, vous avez dit que la qualité de vie des patients était devenue une préoccupation, c'est quand même un peu nouveau en cancérologie où souvent, malheureusement, on n'en avait pas trop le choix. C'est quoi la qualité de vie? Ça se traduit comment? C'est primordial. C'est primordial. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, certes, à obtenir les survies les plus longues, c'est quand même ça l'objectif de combattre des cellules cancéreuses, mais je dirais pas à n'importe quel prix. Donc c'est ça le concept de la qualité de vie. Mais c'est un concept extrêmement compliqué, parce que la qualité de vie, elle peut varier énormément entre vous et moi. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus au centre de l'élaboration des protocoles. Parce que bien évidemment, on peut toujours élaborer des combinaisons qui permettent d'éradiquer la maladie résiduelle. Mais si le prix à payer est une toxicité très importante, des effets secondaires, handicaper les malades, rendre leur vie au quotidien difficile, ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, l'objectif ultime, et j'en suis convaincu de tout ce que l'on fait, c'est de pouvoir traiter les malades afin qu'ils puissent réintégrer le cours de leur vie normale. C'est ça ce que j'appelle le succès. Et qu'il y ait une observance du traitement importante et qu'on n'est pas soigné de la même façon si on est à 100 mètres de l'hôpital Saint-Antoine ou si on habite dans un endroit de France un peu moins proche. Absolument. Et ça fait partie des critères, des choix. On n'aborde pas les choses de la même manière si le malade doit faire 200 km ou s'il doit faire 200 mètres, comme vous dites. Un mot de l'avenir, c'est quoi les carticelles dont tout le monde parle? L'avenir dans le myélome, je pense, c'est comme un peu votre note d'introduction optimiste. Je termine que l'avenir est très brillant. Pourquoi? Parce que les options thérapeutiques s'accumulent. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne fait qu'améliorer les choses. Vous citez les carticelles. C'est une nouvelle arme qui est en train d'arriver. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on a vu la publication Princeps dans le New England Journal of Medicine sur le bébé 21-21. Il y en a d'autres qui sont en cours de développement. Voilà un outil de médicament vivant, de thérapie cellulaire qui est en train d'arriver, en plus de toute l'armada thérapeutique dans les anticorps, mais même les anticorps bispécifiques qui vont rentrer en scène. Bon, ça sera votre conclusion. On dit qu'effectivement, quelque part, c'est qu'une belle histoire, l'évolution du myélome. L'accès au traitement, vous n'en avez pas parlé. On est dans un pays où on n'a pas les problèmes qu'on rencontre dans d'autres cancers, dans le mélanome, dans le cancer du poumon, où là, on commence à avoir des pertes de chance qui sont importantes. Je ne peux pas parler de perte de chance. Je crois que les choses sont un peu difficiles partout. Malgré cela, on s'en sort plutôt bien dans notre pays, et je parle pour l'hématologie, je n'ai pas d'expertise dans les autres domaines. On s'en sort. Bien évidemment, on a tous tendance, et puis en dehors d'être médecin, on est des citoyens, on a envie, face à des maladies graves, que les choses avancent encore plus vite. C'est notre souhait le plus ardent. Mais néanmoins, c'est compliqué, c'est pas aussi évident. Et puis, il y a toujours un décalage entre les avancées de la recherche et puis transposer tout ça dans un système administratif, dans un système économique, dans un système de remboursement. Mais je crois qu'il y a plein de gens de bonne volonté. Surtout, nous avons une ministre de la Santé qui est hématologue, donc qui est complètement au courant de tous les problèmes de l'hématologie. Absolument, et qui fait beaucoup d'efforts pour améliorer les choses. Bon, écoutez, c'est une émission qui se termine sur une note extrêmement positive. Elle est terminée. Mohamed Mohty, merci. À très vite pour un nouveau numéro de Fréquence Hémato.